Vous êtes sur France 24, bienvenue dans la semaine de l'écho. Voici la principale information que nous allons développer pendant cette émission. 1h40 de réunion, une poignée de main glaciale, pas de déclaration commune à la fin. C'était pourtant la rencontre la plus attendue de ces derniers mois. Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés ce jeudi en marge du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique en Corée du Sud. Rencontre à haute valeur diplomatique et économique et qui s'est soldée par une trêve dans la guerre commerciale. Washington et Pékin se sont notamment entendus sur l'approvisionnement en terres rares, matériaux essentiels pour nos écrans, pour les voitures électriques et sur lequel la Chine exerce un quasi-monopole. Ça reste un point de discorde entre la Chine et l'Union européenne qui, elle, cherche sa contre-attaque, peut-être l'illustration du déséquilibre économique récurrent entre le vieux continent et le géant asiatique. Et pour nous aider à comprendre ce qui s'est joué lors de cette rencontre entre les présidents des deux plus grandes puissances mondiales, Elvire Fabry, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors et spécialiste du commerce international. Bonjour à Laure Palais, merci d'être avec nous, directrice associée au cabinet de conseil Mascaré, spécialiste des relations sino-américaines. Bonjour à Camille Verchery, fondateur et directeur de VVR International, cofondateur de Global Alliance. Vous accompagnez les entreprises européennes et américaines qui veulent s'installer en Chine. Votre avis de chef d'entreprise nous intéresse énormément. Et puis nous sommes en liaison avec Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'INALCO. Vous êtes l'un des artisans de ce numéro spécial de la revue Diplomatie consacré justement à la géopolitique de la Chine. Mais avant de vous donner la parole, le rappel des faits et récit d'une rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre avec Thibaut Fransachquet. Une poignée de main après 1h40 d'échanges et aucune déclaration commune. La première rencontre entre les dirigeants chinois et américains depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a été relativement succincte. Ils ne s'étaient pas vus depuis 6 ans, mais le président américain la qualifie de grand succès. Dans son avion qu'il a immédiatement repris après l'échange, il s'est confié aux journalistes sur le contenu des discussions. Première avancée, un accord sur les terres rares et une réduction des droits de douane sur la Chine. Il n'y a plus de blocage sur les terres rares. Ça va disparaître de notre vocabulaire. C'est un accord d'1 an et nous l'étendrons ensuite. Les droits de douane étaient de 57%, ils passent à 47%. Nous les avons réduits par rapport au fentanyl, car je crois qu'ils prennent vraiment des mesures à ce sujet. On le voit déjà. Le fentanyl, un sujet majeur pour le président américain. Cette drogue fait des ravages aux États-Unis et il estime que la Chine n'en contrôle pas la circulation. Sur les terres rares, Donald Trump était furieux après l'annonce par Pékin d'une réduction des exportations. Ces minéraux sont indispensables à l'industrie américaine. Au début de la réunion, le président chinois se montrait plutôt optimiste. Monsieur le Président, je suis prêt à continuer à travailler avec vous pour établir une base solide pour les relations entre la Chine et les États-Unis et créer une atmosphère propice au développement des deux pays. Les deux dirigeants ont aussi abordé la guerre en Ukraine. Le président américain assure qu'ils vont travailler ensemble avec la Chine pour tenter de trouver une issue. En revanche, ils n'ont pas parlé du dossier majeur de Taïwan. Un sujet qui sera peut-être abordé lorsque Donald Trump se rendra en Chine en avril. Dernière annonce après cette rencontre. Xi Jinping sera ensuite invité aux États-Unis. Alors nous allons longuement parler du fond, mais d'abord un mot de la forme. Xi Jinping a, de façon manifeste, imposé une distance assez froide à son homologue américain. Comment est-ce que vous avez analysé ce que j'appellerais le langage corporel du président chinois Elvire Fabry ? Écoutez, on voit bien que d'abord, ça n'est pas une figure politique, un chef d'État qui exprime beaucoup d'émotions habituellement. Et on voyait bien qu'il n'avait pas envie de faire l'objet d'une mise en scène où il était bousculé, comme Donald Trump nous a un peu habitués ces derniers mois à voir défiler comme ça, que ce soit au bureau ovale ou dans d'autres occasions, les chefs d'État qui se font un peu humilier. Et on a tous prêté une attention particulière, je dirais, à la fameuse poignée de main, et où on voit que Donald Trump n'arrive pas même
n'arrive pas à véritablement s'imposer. S'imposer absolument. Et je dirais que cet échange, vous avez raison de parler du langage corporel, parce que finalement, ça exprime aussi un peu, ça illustre assez bien le résultat de cet échange. C'est-à-dire qu'on va y venir, mais enfin, il n'y a pas eu d'avancée majeure, quelle que soit la façon dont Donald Trump ait pu le clamer à la sortie. Laure Palais, cette poignée de main, vous l'avez regardée ? Comment vous l'avez analysée ? Alors, effectivement, la communication fait partie de l'art de la guerre, donc on est obligé d'interpréter. Et évidemment, ces deux dirigeants sont scrutés par le monde entier, tant cette relation bilatérale est importante pour l'économie mondiale. Moi, je m'arrêterai peut-être pas tant sur la poignée de main que sur la déclaration de Xi qui disait la Chine et les États-Unis devraient être des partenaires et des amis. C'est ce que l'histoire nous a appris et ce que la réalité demande, exige. Et vous voyez, à partir de cette déclaration, finalement, son attitude, elle est très posée. Elle est empreinte de sagesse aussi, probablement. Il sait qu'il est en position... au moins d'égal, on en parlera après, oui. Voilà. Et donc, en fait, vous savez, le terme de concurrent et de concurrence n'est pas admis dans le vocabulaire de la relation bilatérale par Pékin. On parle de partenariat et de partenaires, en fait. Donc, c'est plutôt dans cet état d'esprit, je pense, que cette poignée de main s'inscrit. Quant à Donald Trump, effectivement, un peu plus fébrile que d'habitude. On était habitué à un peu plus de folie, ou en tout cas d'outrance. Voilà, comme le terme. C'est bien le montrer. Emmanuel Véron, vous êtes d'accord, Donald Trump a été déstabilisé ? Je ne sais pas si on peut dire que Donald Trump a été fondamentalement déstabilisé par cette rencontre. C'était préparé très en amont. Trump connaît parfaitement Xi Jinping, si je puis dire. Il a déjà rencontré l'occasion de son premier mandat. Et la rencontre ici, non pas sur le territoire chinois ni sur le territoire américain, quelque part facilité, donner un peu de souplesse, je peux dire, à cette rencontre d'ailleurs. Donc déstabilisé, non. En revanche, ce qui est intéressant dans ce fameux langage corporel, c'est justement le caractère de Trump assez proactif, désinhibé, et en face un Xi Jinping qui, comme vous l'avez rappelé, plutôt froid, comme à son habitude d'ailleurs, l'économie des gestes, l'économie des regards d'ailleurs, puisque vous suivrez pendant l'heure 40 d'échange dans cette annexe de l'aéroport à Busan. Xi Jinping ne regarde pas droit dans les yeux la plupart de ses corélégionnaires chinois, et puis bien évidemment la partie adverse américaine, encore moins le président Donald Trump. C'est quelque part Xi Jinping, il était là sans être vraiment là, si je puis dire. Et enfin, pour terminer, pour faire très bref, il manquait quelqu'un dans cette équipe côté chinois, à savoir celui qui est le grand négociateur autour des questions économiques et commerciales, le fameux Li Changgang, ce qui montre bien, on va y revenir probablement après, que cette rencontre sino-américaine visait d'abord à apaiser et donner une forme d'apaisement dans la relation bilatérale, mais que les questions de fond ne sont pas complètement traitées, ne sont pas complètement purgées. Camille Verchery, vous êtes un patron, vous avez l'habitude de signer des contrats. Est-ce que vous auriez signé avec un Xi Jinping qui avait ce langage corporel qui était tellement à mise à distance ? Je dirais nécessité fait loi. Et moi, ce que j'ai vu, en revanche, c'est trois choses. La première, quand même, c'est se rappeler que le gouvernement chinois et Xi Jinping sont obligés d'avoir une position extrêmement contrôlée dans chaque mouvement. Chaque mouvement est préparé, étudié, discuté, donc rien n'est laissé au hasard. La deuxième chose, c'est intéressant de voir que c'est Xi Jinping qui va ouvrir la main vers Donald Trump. C'est lui qui ouvre la main. Et ce mouvement-là n'est pas au hasard, il est tourné sur le côté, il ouvre la main. Et ça arrive en fait au fond du discours de Xi Jinping, qui est de dire « Nous sommes deux grandes puissances, chacune avons nos intérêts, il est normal qu'il y ait des passes d'armes. Nous venons de terminer une passe d'armes, acceptons pour le bien du monde de passer à quelque chose de moins offensif. » C'est pour moi ce que je retiens de son discours. Alors, Emmanuel Véron l'a rappelé, la rencontre a été assez courte, 1h40. Au niveau sur l'échelle diplomatique, c'est pas très long. Ça dit beaucoup aussi de ce qui avait été bien préparé en amont. On était vraiment que dans l'apparat, que dans l'image, Laure Palais. Il y a eu 4 ans de négociations entre Bessent et Liu Hefeng, le vice-premier chinois, donc qui ont été plus ou moins d'ailleurs abouties, parce qu'on a été habitué à Trump 1, où les affaires étaient plus fluides entre notamment Jared Kushner et Liu He, je crois à l'époque, qui était vraiment le conseiller économique de Xi Jinping, et donc c'est peut-être
compliqué pour Donald Trump aujourd'hui cette négociation parce qu'il est pris entre plusieurs feux qui n'ont pas les mêmes intérêts. On pourra y revenir, mais voilà. Eh bien, Fabry ? Il faut se souvenir que lorsque Trump a été réélu au mois de novembre, d'abord les Chinois l'avaient prévu depuis le mois de juillet, ils s'y attendaient, ce n'était pas une surprise, et ils préféraient avoir Donald Trump 2 plutôt que Kamala Harris, parce qu'avec Trump on peut faire des deals. Et là on voit bien que ce qui a été annoncé ne concerne absolument pas les rééquilibrages auxquels Trump sur lesquels il veut se concentrer. Ça a été simplement les sujets de menaces, d'escalade, de risques, sur lesquels finalement on est revenu en arrière. Mais il n'y a aucune avancée véritable d'ouverture de marché supplémentaire pour les intérêts américains, parce que il pouvait en être question, c'est-à-dire que Donald Trump cherche à obtenir plus d'ouverture du marché chinois dans certains secteurs, en particulier les secteurs technologiques où il pourrait avoir intérêt à investir, pour acquérir aussi, être dans l'écosystème d'innovation chinois et acquérir un certain savoir-faire. Il n'en a pas été question. Finalement, on est revenu sur le début de la présidence de Trump 2, c'est-à-dire que les Chinois avaient arrêté d'importer du soja, ce qui provoque une crise là, parmi les fermiers américains. Il s'est engagé à nouveau à en importer. Pour les terres rares, la menace était celle d'appliquer ces fameuses licences de contrôle et que le gouvernement puisse décider à qui il en octroyait ou pas. Ça ne disait pas encore à l'heure actuelle qu'ils allaient supprimer ces exportations ou les bloquer. Mais en tout cas, ça donnait un levier très fort. On a une petite... disons qu'on a en effet une sorte on temporise sur 1 an. On a un peu plus de recul. Et ça calme un petit peu l'inquiétude à travers les marchés mondiaux. Emmanuel Véron, dans ce bras de fer, qui sort vainqueur finalement ? Alors effectivement, on aurait tendance à dire, selon les lectures, les différents commentaires, que ça serait un Xi Jinping qui sortirait vainqueur et donc la Chine de cette rencontre parce que les Américains auraient reculé ou baissé la garde. Je ne suis pas persuadé qu'on peut conclure à ce stade, après 1h40 de rencontre, et plusieurs points sur le fentanyl, vous l'avez évoqué, sur les terres rares, vous l'avez évoqué, et puis sur un ou deux autres points, mais beaucoup de points n'ont pas du tout été abordés, que Xi Jinping sort vainqueur. Autrement dit, on est, à mon avis, plus dans la logique du protocole diplomatique, envoyant un message réciproque, tant du côté américain que chinois, une forme d'apaisement, qui confirme l'idée d'une escalade par palier, d'une rivalité systémique qui n'est absolument pas réglée, où il y a une conflictualité latente, et il y a une forme, on va y revenir je pense dans l'émission, de réorganisation mondiale des chaînes d'approvisionnement, centrées d'un côté sur la Chine, de l'autre sur les États-Unis. Et les quelques éléments qui ressortent de la négociation, en tout cas de la rencontre d'hier, ne viennent absolument pas remettre en question cette réorganisation du monde. Au contraire, ils sont, j'allais dire, microcolins, tout petits, vraiment réduits par rapport à ces grands enjeux de fond, structurels, de réorganisation géoéconomique du monde et stratégique. Alors, Palais, match nul, balle au centre, on peut résumer à ça alors ? Alors, des escalades, pas de nouvelle direction, vous l'avez dit, moi je voudrais rebondir. Alors oui, moi je pense match nul, en tout cas 1 an pour voir comment ça va évoluer, parce que Xi Jinping tient ce levier des terres rares comme un levier très très important dans les négociations. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels qui n'ont pas du tout été abordés. Je pense aux droits humains, je pense au climat. Enfin, il y a des tas de sujets qui n'ont pas, et comme vous l'avez dit, qui étaient plutôt des sujets des démocrates avant et qui aujourd'hui ne sont plus du tout traités. Et voilà. Donc, Camille Verchery, on est là face à une trêve qui va donc durer 1 an. Éventuellement renouvelable. On a vraiment l'impression qu'on est sur une durée déterminée. Comment est-ce que, quand on est patron, on vit cette espèce de temporalité, cette espèce de mise entre parenthèses ?
Alors, d'abord, pour revenir à la question de qui a gagné, moi je pense que c'est important de voir que, évidemment, personne n'a gagné puisque c'est une bataille au long cours. Néanmoins, la Chine a su montrer sa capacité de résistance et donc inspirer, et politiquement, je pense que c'est un coup intéressant. Mais de l'autre côté, là où elle a perdu, c'est qu'elle a été obligée d'actionner son levier des terres rares, qui est un levier qu'elle a et qui, finalement, va crisper l'Europe et peut-être les États-Unis, bien sûr, contre eux. Et ça, c'est dommage parce que finalement, plus on utilise nos armes et moins on peut les réutiliser. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un match nul. Maintenant, comment est-ce qu'on vit à travers ça ? Moi, je reviens des États-Unis et je peux vous dire deux choses. Les gens du Dakota du Nord sont très contents de cet accord parce qu'avec 16 milliards de soja sur les bras, destinés à la Chine et finalement vendables qu'aux Chinois, c'était extrêmement important. Je pense que Kelly Armstrong, le state représentatif, est très heureux de ça. Maintenant, pour les Français et l'Europe, la question c'est comment on se positionne et on va y revenir parce qu'il faut arriver à se positionner. Sinon, la prochaine année va être difficile. Elvire Fabry. Ce que l'on voit, c'est surtout une réaffirmation de la dépendance du marché américain au marché chinois. Parce que là, vous évoquiez le soja. Il y a aussi la question des puces de NVIDIA, les semi-conducteurs de NVIDIA. Il y a quelques semaines, dans la presse, le PDG de NVIDIA critiquait les mesures mises en place par les États-Unis qui avaient restreint les exportations des puces de dernière génération vers la Chine. Les fameuses Blackwell, c'est ça ? Absolument, parce que la décision du Parti communiste chinois a été de demander aux entreprises de ne plus importer de puces, pas simplement les générations toutes les générations de puces NVIDIA, c'est-à-dire se passer de l'approvisionnement de NVIDIA. Et on a vu s'effondrer complètement la part du marché de NVIDIA en Chine, passer de 50% à 0% en quelques semaines. Alors que là, Donald Trump a dû renégocier finalement un accès au marché chinois en signifiant que NVIDIA était à nouveau autorisé à exporter vers la Chine. C'est ce que demandait d'ailleurs le PDG de NVIDIA. Oui, absolument. Mais finalement, là, on perd un petit peu les repères dans la politique de Donald Trump entre les critères de sécurité nationale, qui faisaient qu'on n'exportait plus vers la Chine ces dernières générations, et puis finalement ce qui relève purement d'un deal commercial et du leadership en fait de cette entreprise à l'échelle mondiale. Alors, je voudrais qu'on regarde une courbe ensemble, celle du déséquilibre de la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine au bénéfice donc de Pékin. Les États-Unis ont importé l'équivalent de 439 milliards de produits chinois l'an dernier, alors que les exportations américaines vers la Chine ont pesé moins de 145 milliards de dollars. Comment est-ce qu'on explique ce déficit ? Il s'est bâti sur quoi, Laure Palais ? Alors, il y a aussi... en fait, la Chine a été un révélateur pour les États-Unis vraiment des excès du libre-échange, de la dollarisation, etc. Et le Covid en particulier a mis en exergue cette ultra-dépendance à la Chine. Et c'est à ce moment-là que vraiment il y a eu un wake-up call, on va dire, en bon français aux États-Unis. Vous parlez d'hyperdépendance, mais certains parlent d'interdépendance. Quand on regarde le déséquilibre, on a plutôt l'impression que la Chine est la grande gagnante pour l'instant. La Chine, vous savez, le chiffre que Donald Trump déteste, c'est le surplus commercial de la Chine, c'est 1000 milliards de dollars globalement, et le déficit global commercial des États-Unis, c'est 1000 milliards. Vous voyez, et ça, c'est un chiffre qu'il ne supporte pas parce que ça met en exergue effectivement l'asymétrie des deux pays. Et vous savez que le commerce extérieur, la balance commerciale, c'est une obsession pour Donald Trump depuis toujours. Il l'a rappelé dans son livre L'art de la guerre. Il a cette obsession de réduire le déficit. C'est d'ailleurs le livre de Maya Kendall qui en parle très très bien, il me semble. Voilà. Il y a aussi une dépendance de la Chine au marché américain, de même qu'au marché européen, parce que finalement cet ascendant de la Chine qui exporte tous ses biens de consommation courante vers les États-Unis, le résultat c'est aussi qu'elle est dépendante à ce marché. C'est pour ça finalement en menaçant d'imposer des droits de douane très importants en réponse aux menaces de Donald Trump, il était prêt aussi à assumer un coût économique important pour les exportateurs chinois. Et Emmanuel Véron, interdépendance, les deux ne peuvent pas se passer de l'autre ?
Absolument, c'est probablement l'une des grandes clés, mais qui, dans le même temps, est une des clés qui limite la possibilité de la guerre. C'est-à-dire quand vous avez deux grandes puissances, comme le sont la Chine et les États-Unis, qui sont très interdépendantes économiquement, technologiquement et commercialement parlant, c'est ce que vous venez d'évoquer, eh bien, on a une possibilité de limiter de la guerre à ce stade, parce que l'un aurait trop perdre vis-à-vis de l'autre et réciproquement. Ce qui est fondamental ici, c'est ce que vous avez dit, c'est la balance commerciale chinoise, le surplus à l'export, cette gigantesque machine à l'export chinoise qui, malgré les crises, ne faiblit pas et rentre elle-même se rend très dépendante, ça avait été précisé, du marché européen, des marchés nord-américains ou en Asie, etc. Parce que c'est des grands marchés unifiés, consommateurs, mais réciproquement, l'Europe, l'Amérique du Nord est également très dépendante de cette Chine. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que depuis plusieurs années, et c'est accéléré depuis la sortie de la période Covid, la Chine cherche à sanctuariser de nouveaux marchés, notamment en dehors du marché nord-américain et du marché états-unien, de 300 et quelques millions de consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche à sortir de ses surcapacités commerciales, elle cherche à contourner ces sanctions et ces difficultés de l'administration hier Biden, aujourd'hui Trump, avec les droits de douane, et donc cherche à pousser ses produits, que ce soit des produits à technologie avancée, de haute technologie, en Europe, qui est le grand marché facile, captif et très perméable, mais également aujourd'hui, marché africain, même s'il n'est pas très gros, le marché latino-américain, le marché au Moyen-Orient et ailleurs en Asie. Et on retrouve ici, si vous puis dire, l'expansion commerciale chinoise qui répond depuis plusieurs mois à la guerre tarifaire, aux guerres commerciales de Trump et ses fameux droits de douane. Camille Verchery, une réaction ? Alors, je voudrais rajouter quelque chose qu'on voit un peu moins, c'est qu'en fait, historiquement, on a transféré à la Chine tout ce qui était polluant et puis tout ce qui était à faible valeur ajoutée. Puis après, ils se sont mis à apprendre et à faire, et à produire et à exporter des choses à forte valeur ajoutée. Mais maintenant, ils produisent et ils exportent des choses innovantes dont même les Américains ont besoin. Et je prends, par exemple, toute la partie pharma. Avant 2019, la Chine ne créait aucune nouvelle molécule. Là, la Chine est passée numéro 1 de fabricants et de licensing de molécules au monde. Et ces molécules, les Américains en ont besoin. On va retrouver la même chose avec les robots. On va retrouver la même chose avec l'IA. Donc, en fait, on a une Chine qui va se rendre indispensable, même pour l'Europe et même pour les Américains, s'ils veulent continuer à rester forts au niveau mondial. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça change beaucoup de choses. C'est dangereux ? Alors, on voit souvent la Chine comme un danger. Moi, je vis là-bas depuis 25 ans et je vois la Chine comme une opportunité. Mais ne soyons pas non plus... Il ne faut pas être naïf. Mais ne soyons pas naïfs avec les Américains, ne soyons pas naïfs avec les Indiens, ne soyons pas naïfs avec les Chinois. D'un mot, Elvire Safavry. Ce qui est préoccupant avec la Chine, c'est que Xi Jinping a décidé de faire évoluer la Chine vers plus d'autosuffisance. Donc se passer en fait des composants, des intrants qui viennent de l'étranger. Et au contraire que le reste du monde soit de plus en plus dépendant. À l'usine chinoise. Et en effet, des produits les plus basiques jusqu'aux produits les plus sophistiqués, technologies les plus innovantes, ce qui veut dire qu'il y a un risque pour nous de dépendance future encore beaucoup plus importante. Alors, puisqu'on parle de dépendance, justement, après cette rencontre, la Chine a fait un geste. Elle va suspendre pour un an ses restrictions sur les terres rares, on l'a dit. C'était un des axes de la contre-attaque chinoise dans la guerre commerciale qui l'oppose à Washington. Réduire les exportations de terres rares pour provoquer la pénurie et donc la flambée des prix sur des matériaux sur lesquels Pékin exerce un quasi-monopole mondial. Les terres rares cruciales, elles sont essentielles, vraiment essentielles à la production de produits de haute technologie, tellement essentielles que ce jeudi, la Commission européenne a reçu une délégation chinoise et que le sujet va être au menu d'une réunion des ministres de l'énergie du G7 au Canada. Tout le monde cherche à réduire sa dépendance à la Chine. Explication, Valériane Gauthier. Cérium, néodyme ou encore dysprosium, ils font partie des 17 éléments métalliques similaires regroupés dans la famille des terres rares. Mais elles n'ont de rare que le nom, elles sont en fait relativement répandues sur la planète et surtout on les retrouve dans de nombreux objets de notre quotidien, smartphones, ordinateurs et télévisions. Plus stratégique encore, les métaux rares sont omniprésents dans l'industrie de la défense puisqu'ils sont indispensables à la fabrication de missiles, de radars et de moteurs d'avion.
Pékin détient le quasi-monopole sur le traitement de ces éléments. La Chine assure plus des 2/3 de la production mondiale et contrôle presque la totalité de leur raffinage. Ces terres rares lui offrent donc une arme redoutable dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. En représailles aux droits de douane américains, le ministère chinois du Commerce avait menacé d'en restreindre drastiquement les exportations à partir du 8 novembre. Pékin a finalement joué l'apaisement en décidant d'un répit valable 1 an, une épée de Damoclès qui reste toutefois suspendue au-dessus de la tête des dirigeants et des industriels occidentaux. Alors, Laure Palais, 1 an de sursis, une épée de Damoclès, on vient de l'entendre. Il prouve bien que la Chine garde le doigt sur la gâchette. Mais est-ce qu'elle a intérêt à activer ce levier ? Alors, d'abord, il faut rappeler que la sécurité est vraiment l'enjeu de cette guerre commerciale. On peut le rappeler, la sécurité de l'État parti pour la Chine et la sécurité nationale côté américain, parce que tout ce que fait Donald Trump avec les droits de douane, il le fait au nom de l'Emergency Act, qui est une loi de 1975 qui lui permet de contourner le Congrès, etc. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est probablement... ça laisse un sursis d'1 an, ça inquiète beaucoup l'opinion à Washington et les entreprises aussi. Vous avez parlé de Nvidia, mais en contrepartie de ces terres rares, les États-Unis ont un compte d'avance sur les semis. Alors, on parle des entreprises. Camille Verchery, quand vous parlez avec vos clients, ces clients qui veulent s'installer sur le marché chinois, qu'est-ce qui vous remonte du terrain ? Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Alors, la première chose qu'il nous raconte, c'est qu'il y a des opportunités vraiment intéressantes, mais ça va très vite. Et c'est toute la problématique, c'est comment mettre en place une organisation qui est capable de s'adapter. Et finalement, c'est ce que l'Europe et les États-Unis vivent aussi. C'est comment mettre en place des règles, des négociations, des positions qui puissent évoluer très vite. Et je pense que c'est ça vraiment le maître mot. Ils vont très vite. Alors, ce jeudi, la Commission européenne recevait une délégation chinoise pour discuter justement du sujet des terres rares. Quelques jours auparavant, avant la rencontre Xi-Trump, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, disait que l'Union se concentre sur la recherche de solutions en coopération avec Pékin, tout en se disant prête à utiliser tous les instruments à disposition pour réagir si nécessaire. C'est quoi ces instruments ? De quoi parle-t-on exactement ? Alors, la Commission européenne a déjà mis sur la table, il y a déjà plus de 2 ans, une stratégie, le Critical Mineral Act, qui a fixé des objectifs pour les États membres, puisque c'est au niveau des États membres qu'il faut s'organiser, de diversification. C'est-à-dire à la fois pour la mine, l'accès aux minerais. Et donc, terres rares, on en a dans l'Union européenne, mais les autres, on a un peu de lithium en France. Tous les minerais dont on a besoin, il va falloir aller les chercher là où ils sont, bien entendu. Donc, c'est à travers les accords commerciaux et des accords commerciaux ad hoc, en particulier des partenariats spécifiques avec le Canada, le Kazakhstan, la Namibie, l'Indonésie, là on vient de signer, qui visent bien entendu au sein du Mercosur et le Chili, qui visent à assurer cet approvisionnement européen. À verrouiller donc l'approvisionnement. Absolument. Et qu'il n'y ait pas de discrimination, qui puisse en tout cas pénaliser les Européens. Ensuite, il y a le raffinage et il y a le recyclage. Et pour ça, il nous faut investir dans la recherche pour développer des procédés qui sont plus verts, d'autant plus que de toute façon, ça fait déjà quelques mois que la Chine a mis des restrictions aux exportations des technologies de raffinage. Donc même si on voulait utiliser ces technologies pour produire en Europe, on aurait déjà des problèmes d'accès à ces technologies. Et il nous faut en plus développer des procédés qui sont plus propres. Mais ça, c'est déjà engagé depuis un moment. Simplement, les États membres n'avancent pas assez vite. On voit bien qu'il y a urgence. Et là, le délai que l'on a de 1 an, de toute façon, il est problématique. Déjà, cet engagement peut tomber à l'eau d'ici 1 mois. Xi Jinping ne se priverait pas de décider d'imposer des restrictions s'il le souhaite. De toute façon, développer ces capacités de minage, de raffinage, recyclage, ça prend du temps. Donc il faut surtout accélérer, se coordonner au niveau européen pour développer des capacités en commun et avancer plus vite. Alors cette délégation qui est venue cette semaine, il se trouve que ça tombe à un moment où il y a cette passe d'armes entre Xi et Trump. Mais dès le sommet UE-Chine de fin août, de fin juillet, décidément, de fin juillet, c'est déjà quelque chose auquel travaillait la Commission européenne.
d'assurer une garantie des exportations de minerais critiques au sens large, et donc une sorte de corridor pour sécuriser l'approvisionnement des entreprises européennes. Camille Verchery, est-ce que ce dossier des terres rares, bon, on parle de façon très spécifique, mais est-ce qu'il n'est pas symptomatique, est-ce que ce n'est pas l'illustration d'un déséquilibre structurel qui existe entre la Chine d'un côté et l'Occident de l'autre, et plus spécifiquement l'Europe ? Alors oui, et on le voit bien, c'est surtout au niveau de l'industrie. On a laissé partir notre savoir-faire industriel, et la question aujourd'hui, c'est comment le ramener. Et je voudrais prendre une minute sur ce sujet, parce que je pense qu'il est vraiment central. Ma vision, en travaillant tous les jours avec des industriels français, et en aidant aujourd'hui 2 sociétés françaises à avoir des transferts de technologie de la Chine vers la France, c'est que pour réindustrialiser, il ne suffit pas d'avoir juste une volonté politique, parce qu'il faut 5 choses. La première chose qu'il faut, c'est des clients. Et on voit que très souvent, les clients préfèrent avoir des usines qui tournent plutôt que des usines en devenir. La deuxième chose qu'il faut avoir, c'est des équipements. Et là, on voit bien, par exemple, pour le raffinage des terres rares, il faut des équipements, et le temps de monter et d'être capable, ça va être extrêmement long. La troisième chose qu'il faut, c'est du savoir-faire. Et on voit bien avec l'échec de tous les projets batteries, Northvolt, c'est le plus grand exemple, c'est un manque de savoir-faire. Donc il faut un transfert de savoir-faire, transfert d'équipement. La quatrième chose, c'est des composants. Parce que si vous n'avez pas les composants, si vous n'avez pas les matières, vous ne pouvez rien. Il faut beaucoup de temps pour monter un écosystème de sociétés capables de fabriquer les composants. Et enfin, c'est l'argent. L'argent, l'Europe, on l'a. Mais le reste, on ne l'a pas. Et moi, ce que je dis, c'est que si on ne s'appuie pas sur du savoir-faire chinois, on va mettre énormément de temps. Donc, Emmanuel Véron, on a besoin, l'Occident en tout cas, a besoin de la Chine. C'était en tout cas probablement la prophétie qui devient, qui se réalise par elle-même, autoréalisatrice, pensée, analysée par les élites chinoises à Pékin depuis 30 à 40 ans. En misant sur, comme disait Deng Xiaoping, le slogan est devenu assez célèbre, on n'a pas vraiment de pétrole, mais on a des terres rares. Il y a eu un choix stratégique de la Chine, il y a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant, de peser dans ce secteur-là, minier et industriel, ce qui vient d'être parfaitement résumé et démontré par les copanélistes, nos amis en plateau. Et donc d'avoir ce poids stratégique, de rendre dépendant autrui, et notamment la clientèle, et notamment ici l'Europe, puisqu'il est question de la relation sino-européenne dans le cadre des terres rares. Donc il y a bien une prophétie autorisatrice, il y a bien une stratégie qui est d'ailleurs chinoise, et effectivement aujourd'hui avec la possibilité de dire, eh bien vous avez besoin de technologie, vous avez besoin de savoir-faire, vous avez tout perdu avec la désindustrialisation sur les 30 dernières années, ou 40 dernières années, eh bien nous sommes en mesure aujourd'hui, nous autres Chinois, de vous servir, de vous procurer ces services, cette ingénierie, ce savoir-faire, voire même des sujets de financement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a été question du temps de la Commission européenne et plus largement des institutions européennes. Les Chinois ont tout intérêt à ce que les discussions, les réflexions, les commentaires se poursuivent à l'échelle européenne, parce que ça permettra de continuer d'avoir cette asymétrie et cette forte dépendance à la Chine, qui est un levier formidable pour plus généralement la géopolitique du lien transatlantique, autrement dit, d'avoir une Europe qui est fragile, fragilisée, dépendante entre les mains de la Chine face au duopole sino-américain. Oui, alors ouais, je voudrais rebondir. Est-ce que c'est effectivement sur la partie européenne, on a 3 axes de réponse: diversification, partenariat, riposte. C'est un peu un triptyque qu'il faut, et je pense qui est en train d'être mis en place, mais à 27, c'est pas évident. On l'a vu avec l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne cet été, on a fait beaucoup de concessions parce que voilà, on avait notamment les données économiques qui pouvaient être un levier. Bon, mais reparlons de la Chine, effectivement. Moi, ça fait 20 ans que je circule aussi entre les 3 continents. On a eu beaucoup de transferts technologiques. C'était un gros mot à Washington. Enfin, Washington accusait vraiment la Chine de vol de propriété intellectuelle. Moi, je n'irais peut-être pas jusque-là. C'est vrai qu'il y a eu probablement... il y a eu du transfert. Les entreprises étaient forcées de faire des transferts de technologie. Oui, alors après, il y a aussi des négociations qui ont été probablement ratées. Et le mot réciprocité était un gros mot il y a encore 10 ans pour beaucoup surtout des politiques, je ne veux pas dire des entreprises. Donc, il faut y avoir un retour de flamme. En tout cas, c'est ce que dit l'ambassadeur de Chine en France dans une interview qui explique effectivement, on va repasser dans un modèle où on va vous retransférer du savoir-faire.
C'est peut-être exagéré, mais en tout cas, on va être obligé de coopérer, et notamment sur la partie climat, environnement, parce que c'est un agenda qu'abandonne l'administration Trump actuellement, et elle laisse le leadership à la Chine. Donc Chine, États-Unis, au milieu l'Europe qui est prise en étau. Comment est-ce que les Européens doivent-ils se positionner pour tirer leur épingle du jeu s'ils ont encore des leviers à actionner ? Alors, il n'y a pas que les Européens. Il y a le Japon, la Corée du Sud, le Canada, l'Australie. Enfin, tout le monde est pris en étau, finalement, entre les États-Unis et la Chine parce qu'on subit les répercussions de cette escalade, parce que c'est quand même une escalade à laquelle on assiste. Les deux systèmes sont en train de se structurer institutionnellement. Les instruments, la Chine a répliqué toutes les mesures que les États-Unis ont prises qui peuvent servir de levier de coercition. On a vraiment l'impression qu'il y avait des décisions miroirs, en fait. Exactement, des décisions, exactement. Et là, on vient juste de redescendre une marche, mais dans une confrontation qui va rester historique. Donc évidemment, pour le reste du monde, ça veut dire une réorganisation des chaînes de valeur, mais qui va être très complexe, parce qu'on voit bien que le schéma même Chine plus 1 devient moins évident, c'est-à-dire continuer à produire en Chine, mais aussi dans un autre État membre pour diversifier, ou produire en Chine pour la Chine, aux États-Unis pour les États-Unis, ça devient aussi moins évident parce que d'un côté et de l'autre, ils font davantage attention aux composants, c'est-à-dire composants américains aux composants chinois, pas simplement le produit fini. Donc ça va devenir de plus en plus complexe pour les entreprises. Et pour l'Union européenne, en un mot, s'il y a un objectif, c'est l'unité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de se coordonner, prendre le temps. On n'a plus le temps. Donc c'est peser à l'échelle du marché unique. L'heure n'est plus à la cacophonie. Il n'y a plus de... La cacophonie va exposer tous les États membres, tous les secteurs économiques, et ça, le scénario, il est écrit. Donc s'il n'y a pas un bond en avant de coordination et d'approche stratégique, oui, en effet, le bilan sera très négatif dans peu de temps. Ça vous fait réagir, Camille Verchery? Oui, alors moi je voudrais arriver avec un peu d'optimisme dans tout ça, pour dire une chose. D'abord, la Chine, c'est effectivement 1000 milliards d'excédents budgétaires. Nous, l'Europe, je ne sais plus, 400 ou 500 milliards de pertes, et les États-Unis autant. Il est normal de vouloir changer cette balance. Je trouve même que ça doit être central dans la politique européenne, parce que notre argent part en Chine. Néanmoins, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il faut réindustrialiser. Pour réindustrialiser, j'en ai parlé, il faut notamment s'appuyer sur la Chine. La question, c'est que font les États-Unis? Et là, on s'aperçoit que cette vision très agressive, finalement, des États-Unis par rapport à la Chine a un impact direct sur les Américains et des usines chinoises qui arrêtent de s'implanter aux États-Unis, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'en fait, ils sont prêts à faire du transfert techno à des conditions très intéressantes, et même transférer complètement. Mais ils ne le veulent pas parce que les Américains ne le veulent plus. C'est-à-dire les gens aux États-Unis refusent les usines chinoises, donc ça, c'est une opportunité intéressante pour nous. Emmanuel Véron, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la Chine rend au reste du monde la monnaie de la pièce? Oui, en tout cas, c'est dans le discours du régime, du parti État, que de vouloir être dans une rhétorique un peu de revancharde. Ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui et ce qu'on est en train d'évoquer autour du plateau sur les questions technologiques, sur les questions industrielles, les questions commerciales et finalement derrière, en toile de fond, des arbitrages politiques, tout simplement, sont pensés depuis au moins 3 à 4 décennies en Chine et ont gardé un certain cap, si je puis dire, aujourd'hui sur ces 3 à 4 dernières décennies. Ce qui montre bien qu'il y a cette fameuse volonté, non pas que revancharde, mais de donner un cap à la Chine, notamment au régime du parti État, et de s'appuyer sur les fragilités de même en Occident, en Europe, aux États-Unis, etc. Et pour finir très brièvement, c'est ce qui vient justifier, je pense, le caractère assez agressif, ou en tout cas particulièrement tonitruant et proactif de l'administration Trump aujourd'hui, mais qui avait déjà commencé avec la fin du 2e mandat Obama et pleinement commencé avec son premier mandat il y a un peu moins de 10 ans maintenant. Donc fondamentalement, et j'en terminerai par là, si on ne veut pas sortir de l'histoire côté européen, on a ce besoin de réindustrialiser intelligemment et ne pas complètement se rendre dépendant des capacités ingénierie et industrielles chinoises, parce qu'ils continueront à la fois de nous faire payer et d'avoir des mesures de rétorsion une fois qu'on a des process industriels sur le territoire européen, quel que soit d'ailleurs le secteur industriel, soit du nucléaire, les fameuses terres rares qu'on a évoquées, leur traitement, leur raffinage,
que ce soit l'industrie automobile ou le ferroviaire, etc. Voilà, ça ce sera le mot de la fin de cette semaine de l'Écho. Il me reste juste une toute petite minute pour vous remercier tous les quatre. Merci Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors. Merci Laure Palais du cabinet de conseil Mascaret. Et merci à Camille Verchery, fondateur, directeur de VVR International, cofondateur de Globe Alliance. Et merci à vous, Emmanuel Véron, d'avoir été en liaison avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'INALCO. On va remontrer la couverture de la revue Diplomatie avec un numéro spécial consacré justement à la géopolitique de la Chine. Lecture éminemment intéressante en cette période. Merci à tous d'avoir suivi cette semaine de l'Écho. C'est la fin, mais restez avec nous, l'information continue sur France 24.